Bonjour à vous. Vous avez aimé la réflexion que je vous ai proposée concernant les signes du zodiaque, que j'ai essayé de vous présenter de plusieurs façons possibles pour aiguiser et exercer votre propre réflexion, votre propre assimilation. Vous allez sans doute adorer le travail que nous allons effectuer ensemble sur les corps célestes, que nous appelons en règle générale, nos astrologues, pour aller plus vite, les planètes. Mais, je crois l'avoir déjà dit, nous savons que le Soleil est une étoile, ce n'est pas une planète. La planète vient d'un mot grec qui veut dire petit monde errant. Le Soleil n'est pas errant, ce sont les corps célestes qui tournent autour de lui qui le sont. Donc le Soleil est une étoile, la Lune ne tourne pas autour du Soleil, mais elle tourne autour de la Terre. Et c'est donc ce qu'on appelle un satellite. Mais par communauté de langage, on appellera cet ensemble de planétaires, cet ensemble de corps célestes, du Soleil à la Lune aller-retour, et plutôt du Soleil à Pluton aller et retour, les planètes. Bon, je vous les présente ici d'une manière simple, aussi simple que possible. Je leur ai donné une couleur, de façon à ce que déjà, dans votre esprit, se crée une assimilation entre le rôle de la planète et l'élément dans lequel elle fonctionne. Le Soleil est une planète de feu, Mars est une planète de feu, Uranus est une planète dite de feu, donc elles sont en rouge. La Lune et Neptune appartiennent à l'élément eau. Mercure, Saturne appartiennent à l'élément terre, je les ai mis en violet. Et Vénus, Jupiter appartiennent à l'élément air, donc je les ai mis en bleu. Analogie avec le ciel. Quant à Pluton, l'astre des profondeurs ultimes, eh bien, je ne lui ai pas donné de couleur. Je l'ai mis en noir. Certains en font un super Mars, c'est-à-dire il représenterait l'énergie de l'atome au sein de la matière, avec tout le caractère explosif qu'on peut attribuer à l'atome, notamment à l'atome d'uranium. Donc ils le catégorisent en rouge et le mettent dans les planètes de feu, mais c'est un feu qui représenterait plus le feu du volcan, le feu intériorisé du volcan qui met quelquefois plusieurs siècles pour jaillir, que le feu courant que nous connaissons. Le feu par exemple de la foudre. Ça n'a rien à voir avec la foudre. Pluton, c'est plutôt le volcan. Donc, le feu souterrain. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que vous aurez accès à tous les documents que je vous présenterai, que je vous ai déjà présentés et que je vous présenterai au cours de cette formation. Mon informaticien distingué me dit qu'il est tout à fait possible d'ajouter à chacun des petits modules représentés par les cours les illustrations des documents qui servent à illustrer ces cours. Donc je lui fais confiance, il trouvera la solution idoine. Donc je reviens à mes planètes. Je vais vous les présenter de plusieurs façons, toujours par souci d'astrologie comparée. C'est-à-dire vous donner mon opinion, une opinion qui n'est pas simplement une opinion, mais qui est quand même une connaissance et une expérience basée sur une cinquantaine d'années de pratique. Mais par souci d'ouverture, je vous parlerai très certainement des définitions qu'en donne Madame Claire Sant'Agostini, qui a le génie de la formule concentrée. Je vous donnerai aussi, je vous indiquerai aussi quelques éléments de la réflexion menée par Jean-Pierre Nicolas, le père de l'astrologie conditionnaliste, qui est une astrologie peut-être qui se veut plus scientifique, qui nous parle
des fonctions astrophysiques des planètes. Donc vous voyez, il y a le mot physique qui intervient là-dedans et qui induit tout de suite l'idée que l'astrologie, dans le fond, c'est une science. Et si on parle de science, on parle d'influence, on parle de cause. Or, vous savez que moi, j'ai une conception de l'astrologie sémantique, iconique, à savoir que l'astrologie est une écriture qui nous indique, qui nous transmet un message, qui nous transmet le message d'une intelligence infinie qui s'adresse à nous par le biais de la nature. Donc, revenons à nos planètes, à nos corps célestes, et commençons par les symboles majeurs. Madame Sankado-Orsini commence par la Lune. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais moi je vais commencer par le Soleil. Qu'est-ce que le Soleil en astrologie? Alors, vous voyez, il est représenté par un cercle centré autour d'un point. C'est la seule figure qui présente un point central. Pourquoi? Parce que le Soleil représente l'idée même de centrage, d'unité, de totalité. C'est par le Soleil que j'existe, que je suis un individu parmi tous les autres individus. Et c'est par le Soleil que j'essaye de m'exprimer, de fonctionner, de décider, d'exercer une volonté dans un domaine ou dans un autre, d'une façon ou d'une autre, sur un mode ou sur un autre. Bien sûr que les modes d'être, les modes de fonctionnement, les modes d'expression, de représentation manifestés par le Soleil seront totalement influencés par le filtre du signe dans lequel le Soleil se trouve. Il y a 12 filtres, 12 signes du zodiaque. Donc quelqu'un qui aura à se manifester en tant que Soleil de la Balance n'aura pas les mêmes comportements extérieurs, les mêmes attentes, les mêmes objectifs que quelqu'un qui aura le Soleil dans le signe du Bélier, le signe d'en face, ou quelqu'un qui aura le Soleil dans le signe du Cancer, situé à 90 degrés du signe de la Balance et du signe du Bélier, ou quelqu'un qui aura le signe d'Antil du Gémeaux, etc., etc. Chacun aura son mode d'être, son mode de manifestation, son mode de présence à la vie différent. Donc, déjà, on peut assigner au Soleil les fonctions de représentation, de manifestation, d'égocentrisme, et pas d'égoïsme, d'égocentrisme, un être qui exerce sa propre volonté, de conscience, conscience de soi. Comment être un être humain si nous n'avons pas conscience de nous-mêmes et si nous n'avons pas conscience de la portée de nos actes et de nos décisions? C'est absolument impossible. De notre créativité, puisque le Soleil n'est pas une planète, il est une étoile. C'est l'étoile qui déverse son énergie sur l'ensemble du système solaire. Donc c'est un pôle énergétique, donc c'est un pôle créatif. Alors un Soleil pleinement Soleil est véritablement un pôle créateur. Le Soleil représente le principe créateur par excellence à l'intérieur des corps du zodiaque, à l'intérieur de l'astrologie. Donc c'est par le Soleil que je crée, et je crée quoi? Je crée des choses, des objets, des idées, des valeurs, peu importe, qui prendront la tournure du signe dans lequel je me trouve. Un Soleil en Gémeaux émettra plutôt des idées. Un Soleil en Capricorne se réalisera plutôt par des constructions techniques et scientifiques. Un Soleil de la Balance s'illustrera par son sens de la justice, son sens de la beauté, son sens esthétique. Le Soleil du Cancer s'illustrera par l'attention qu'il porte au domaine de la famille, de la nation, de la patrie, du terroir. Vous voyez, le lieu de protection par excellence, c'est le Cancer, etc., etc. Mais le Soleil est le maître du 5e signe, du signe du Lion. On en a déjà un peu parlé lorsque j'ai présenté les signes.
Et j'ai assimilé j'ai fait une petite présentation des planètes à l'intérieur des signes. Et j'ai indiqué que pour ce qui était du signe du soleil, du signe du lion, le maître en était le soleil. Seulement, nous ne sommes qu'à la 5e étape du zodiaque, qui en a 12. Et nous avons constaté qu'il y avait 2 moments de plein accomplissement. C'est un moment de plein accomplissement terrestre. C'est 9 signes après un signe considéré. Par exemple, l'accomplissement du bélier, nous savons que c'est le Capricorne. Et là, nous ne sommes qu'au 5e signe. Donc il s'agit d'un processus qui est en train de se faire, mais qui n'est pas encore fait. C'est le soleil, je crois que le signe du lion et le soleil représentent plutôt l'attitude, les valeurs, les comportements d'un homme jeune, d'un homme entre 21, l'âge autrefois de la majorité, et de la trentaine, en pleine possession de ses moyens physiques, intellectuels, mais qui n'a pas encore eu l'occasion de les exercer en se confrontant au monde extérieur. Ça va arriver à partir de la balance. Donc, il est livré un peu à lui-même et il est possible qu'il arrive à se créer une identité en se conformant au type, aux usages, aux modes que le monde lui renvoie. Et donc, nous aurons un soleil conformiste. Je dis que telle chose est bonne parce que tout le monde le dit et que, puisque je veux être reconnu par tout le monde, et que c'est important, comme tout, d'être reconnu quand on est lion, je vous l'ai déjà dit, eh bien, le meilleur moyen, c'est de dire comme tout le monde. Donc, il y a derrière le soleil, et derrière cette capacité de se centrer, d'avoir une volonté, d'exercer des choix, il y a le risque toujours d'être conformiste. Il faudra attendre d'autres étapes pour se découvrir soi-même en confrontation avec les autres, ça c'est tous les signes d'automne, en confrontation avec les grands idéaux humains, ça c'est tous les signes d'hiver. Donc, que nous dit Madame Sant'Agostini? On va tout de suite introduire les définitions de Madame Sant'Agostini dans notre cours, dans notre rencontre. Alors, voyons voir. Comme elle ne démarre pas, elle, par le soleil, comme je le fais moi, elle le met beaucoup plus loin dans sa présentation. Soleil. Voici la définition de Madame Sant'Agostini. Force qui permet à l'être humain de passer de l'activité foisonnante de l'inconscient, bien sûr, derrière l'activité foisonnante de l'inconscient, il y a la lune. Toute réceptivité, toute malléabilité, toute influençabilité, nous y reviendrons, à la vie consciente d'une personne une et centrée, une personne qui a fait ses choix, et notamment ses choix de vie, ses conceptions, ses représentations de ce qu'est la vie, de ce que sont les choses. Voilà. On doit aboutir, dans le fond, pour chacune de nos expériences, on doit aboutir à un jugement. Je ne dis pas une opinion, mais un jugement fondé sur une expérience, et ça aboutit au soleil. Cela implique pour elle, je passe un peu sur tout son développement, la prise de conscience de ce qui émerge de la partie rêvante et dormante de l'homme, la mise en ordre de ses valeurs, le soleil est organisateur comme Jupiter, mais à un plan supérieur, car cette mise en ordre se fait en vue de l'organisation du moi, suivant un idéal du moi, puisqu'il est lié à la conscience morale. Donc, l'idéal que vous faites de vous, ce que vous voudriez atteindre et ce que vous voudriez représenter, est intimement lié à la façon dont vous vivez votre soleil à l'intérieur de votre thème natal. Que dit-elle encore? La personnalité une et centrée deviendra le chef d'un psychisme capable de création,
donc d'activité, travaillant sur un programme d'action, donc capable de haute organisation. Vous voyez que les attributs du Soleil sont essentiels. La psyché totale est alors maîtresse d'elle-même. On pourra parler aussi de conscience, hein, si on ne veut pas utiliser le mot psyché. N'oubliez pas qu'en grec, psyché et âme, c'est la même chose. Et bien intégrée à la société humaine, d'où le sens social attribué au Soleil. Surtout le sens social et le sens de sa présence à la société et le sens du rôle que nous avons à jouer dans la société. Le solaire, chez qui le soleil a une importance toute particulière, est un émotif, un actif et un secondaire. C'est un passionné en caractérologie. Et bien sûr que l'exemple type, c'est Napoléon Ier, qui présente un magnifique soleil dans le signe du Lion en haut du thème. On y reviendra. L'âge solaire suit l'âge vénusien, la trentaine environ. C'est l'âge où le sujet se forge un idéal et cherche les moyens de le réaliser. Voilà pour le Soleil, en suivant l'ordre des planètes et surtout et l'ordre adopté par Madame Sant'Agostini. Si nous comparons le Soleil à un chef d'entreprise, à un chef d'armée, à quelqu'un qui a des décisions à prendre, qui a des choix à faire dans la vie, il nous faudra deux outils. Un outil d'information et un outil de sélection. L'outil d'information, c'est bien sûr la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intelligence, c'est elle qui nous sert à distinguer, séparer, discriminer les choses les unes des autres. Ceci est un porte-plume, ceci est un magnétophone, ceci est un encrier. C'est Mercure qui me dit ça. Bien sûr, il s'appuie sur toute une expérience et sur tout un apprentissage qui m'est transmis soit par le contact avec le monde, mais qui m'est aussi déchiffré par mes éducateurs et mes formateurs et mes enseignants. Cette possibilité m'est d'abord donnée par mon incorporation, par mon entrée dans le langage. Pour pouvoir désigner les choses, il faut pouvoir parler. Et pour pouvoir parler, il faut connaître le sens des mots. Ça, c'est l'étape Gémeaux. Après l'étape purement instinctuelle du Bélier, l'étape corporelle, physique du Taureau, il y a l'étape mentale et intellectuelle des Gémeaux qui me permet d'entrer en communication avec le monde. Et dans le fond, il n'y a pas d'effort particulier à faire pour apprendre à parler. On entre dans le langage à force d'écouter nos parents et nos proches parler autour de nous. L'enfant intègre une langue sans avoir d'effort particulier à faire, sauf cas anormaux, si je puis dire, sauf difficultés particulières sur ce plan-là. J'ai appris à parler sans même m'en apercevoir. C'est pourquoi pour les langues étrangères, il est important de commencer à parler dans la langue étrangère avec l'enfant dès son plus jeune âge. Et là, ça se fait tout seul. Après, c'est plus difficile. Après, il y a le sens critique qui se met en place, et le sens critique fait que on se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? C'est pas un langage courant qu'il utilise là. Donc, Mercure, c'est l'outil principal de nos échanges avec le monde, et c'est l'outil principal qui nous permet de reconnaître le monde. Madame Sant'Agostini va le définir à sa façon. Mercure, force de liaison entre les poussées de l'intérieur. Pourquoi les poussées de l'intérieur? Parce que tout naturellement, l'homme a besoin de comprendre et de savoir. Il veut
mettre de la clarté dans ce vaste monde et dans ce tissu, dans ce faisceau d'expériences qui s'offre à lui. Et les pressions d'extérieur, par établissement des rapports entre les unes et les autres. C'est Mercure qui permet des liaisons nombreuses entre l'homme et le monde, des échanges avec le milieu, en particulier par les moyens de la respiration. C'est vrai que c'est le premier élément qui nous met en contact avec le monde, hein. Le premier acte que fait le bébé en naissant, c'est de respirer et de se mettre à pleurer. De respirer par lui-même. Parce qu'à l'intérieur de l'utérus maternel, il respire par les moyens que lui offre l'utérus maternel. De la main, toucher les choses. L'enfant reconnaît les objets avec la main, les jouets, son biberon, le corps de sa mère, avant même de pouvoir les désigner par des mots. Et du réseau nerveux. C'est le réseau nerveux qui amène l'information à l'esprit. On ne s'étonnera pas que la mobilité, le mouvement, soit caractéristique de Mercure, car il faut établir à temps les rapports nécessaires entre l'intérieur et l'extérieur. Je passe, Mercure représente le maximum de sec, on a vu les valeurs élémentales, j'y reviens pas, avec tendance vers le froid, sec et froid, la Terre. Là où commence la rétractation, là commence la pensée. Pour un jugement sur l'intelligence d'un sujet quelconque, il vous faudra toujours tenir compte de la place qu'occupe Mercure dans le thème et bien sûr des relations qu'il entretient dans le thème avec les autres planètes. Il vous informera sur la forme de l'intelligence, pas sur sa profondeur. La profondeur, l'intelligence de quelqu'un nous échappe dans un thème. Mais sa façon de penser, les domaines qui peuvent l'intéresser plus particulièrement, littéraire, scientifique, poétique, artistique, relationnel, ou le rêve, la contemplation, l'évasion dans l'imagination, mais tout ça nous est indiqué par la place de Mercure dans le thème. Ce n'est pas la seule planète intellectuelle. Il y en a une deuxième, bien sûr, c'est Saturne que nous allons voir un peu plus tard. Nous avons aussi la Lune, qu'il me faut citer dès à présent, pour ce qui est de l'ordre de la mémoire, de ce que nous gardons en réserve, au fond de nous-mêmes, sans même le savoir, et de l'imagination. L'imagination, capacité de susciter des images où nous nous représentons les objets connus. Et je viendrai sur les deux formes d'imagination, celle de la Lune et celle de Neptune. Donc, voilà pour Mercure. Mercure nous permet de connaître, de penser, de réfléchir, de parler et d'échanger. Mais il ne nous permet pas de choisir. Quand tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai le petit enregistreur, j'ai l'encrier, j'ai le stylo. Au moment précis où je l'ai désigné, vous ne saviez rien du choix que je pouvais faire entre chacun de ces trois objets. Lequel allais-je prendre? Celui qui, bien sûr, correspond soit à mon besoin, soit à mon plaisir. Alors là, intervient la planète Vénus. Vénus établit un contact, alors toujours pour nourrir le Soleil, hein, parce qu'après tout, la décision et la volonté, c'est au niveau solaire que nous les avons. Hein. Vénus et Mercure, pour moi, sont les deux informateurs du Soleil. Mercure lui dit, ça, voilà ce que c'est, voilà comment ça se présente, voilà comment ça fonctionne. Et Vénus lui dit, voilà ce que ça peut t'apporter. Voilà l'agrément que cela peut apporter ou le besoin que cela va remplir, va satisfaire en toi, pour toi, chez toi. Vénus, pour San Agustini, représente la force d'union aux êtres et au monde par les moyens de l'attrait de l'objet, du sentiment
de la communion affective ou esthétique. Il est inutile, je crois, que j'insiste sur cette idée-là. Quand quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez bien, vous dit je te présente ma fiancée ou mon fiancé, il vous arrive de vous dire in petto, qu'est-ce qu'il lui trouve? Et bien lui ou elle lui trouve les éléments qui font que cette personne est unique à ses yeux, qu'elle l'aime, qu'elle veut se marier avec elle, ou en tout cas vivre quelques moments heureux avec elle. C'est tout simplement sa planète Vénus, sa fonction vénusienne qui est éveillée et qui a été sollicitée, captée, retenue, dynamisée par le contact que cette personne a mis en place avec cette tierce personne que vous ne connaissez pas et dont vous vous dites qu'est-ce qu'il lui trouve. Madame Sant'Agostini dit que la fonction vénusienne ne supprime pas la personnalité. C'est pas parce qu'on aime une chose qu'on veut devenir cette chose. Mais la développe au contraire. Dans l'amour humain, la fusion de deux êtres qui s'aiment n'enrichit-elle pas constamment l'un et l'autre? Telle est la planète Vénus, force d'union aux êtres et aux choses. Alors elle fait plusieurs distinguos. Vénus agit d'abord par les sens, la sensation, qui n'est pas le sentiment. La sensation, c'est la satisfaction de chacun de nos cinq sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Il y a des choses qui sont belles à notre regard et qui ne le sont pas au regard de l'autre. Je déteste les tableaux de Picasso. J'adore les tableaux de Fontaine-Latour ou de Latour tout court, ou bien de Velázquez ou de Rembrandt. J'adore la musique de Mozart, de Brahms, de Schubert, de Schumann. Je déteste la musique de, je sais pas moi, je voudrais vexer personne, de tel ou tel compositeur moderne. Ne se contente pas de satisfaire les valeurs purement sensorielles ou esthétiques, la forme extérieure des choses, leur attrait sensoriel ou sensuel. Ce qu'éprouve la fonction vénusienne et celui qui y est particulièrement sensible, c'est le besoin d'union, le besoin de se fondre dans l'être aimé, ce qui est le maximum de réceptivité. On ne peut pas vivre seul, sauf certains animaux. Pardon, je voulais dire certains anormaux qui se complaisent dans leur solitude et dans leur fermeture intérieure. Mais ils sont rares. Même le misanthrope de Molière, il a une copine quand même, hein, il échange avec elle. Vénus est la planète de l'amour, tout le monde le sait, sous toutes ses formes, des plus simples et naturelles, aux plus élevées jusqu'à l'amour mystique, mais aussi jusqu'aux formes les plus dégradées. Il ne faut pas l'oublier. On en verra peut-être quelques exemples dans le cours de nos investigations astrologiques lorsque nous étudierons certains thèmes. Tout ceci, la sensation, les images esthétiques, les sentiments, l'amour, fuit l'intellectualité. C'est ce qui fait que Vénus est en contradiction et complémentarité avec Mercure, parce que quelquefois, pour mieux recevoir, ressentir ce qui vient du dehors des êtres et du monde, il faut peut-être couper le mental. Il faut peut-être couper les idées et les préjugés ou certaines attentes. Ainsi peut-on attribuer à Vénus de la détente,
la sensibilité, la spontanéité, la bienveillance, la souplesse d'adaptation, le besoin de se lier, le sens de l'harmonie, toutes choses qu'elle possède dans l'absolu. Mais il s'en faut de beaucoup que nous présentons tous ces qualités, bien que nous ayons tous une Vénus dans notre thème natal et donc dans notre appareil psychique. La prédominance de Vénus dans un thème natal suscite une forte émotivité. On pourrait peut-être attribuer à Vénus l'âge de la première jeunesse, celle des premières amours, de l'adolescence amoureuse, si vous voulez. Donc je vais arrêter là avec Vénus. Nous avons un être centré qui doit prendre des décisions et qui doit prendre des décisions sensées. Il y a une justification. Donc il doit connaître, c'est Mercure, il doit apprécier, attribuer une valeur, aimer si on veut, ou détester, mais en tous les cas attribuer une valeur, ça c'est Vénus. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, il lui reste à agir. Parce que dès le moment où nous naissons, et peut-être un peu plus tard, à partir du moment où nous commençons à marcher, aux alentours de 12 mois, 11-12 mois, nous commençons à agir. Alors, agir d'une manière confuse et anarchique, bien sûr, au départ. Et puis petit à petit, l'éducation, et puis aussi la maturation psychique, font que nous agissons d'une manière de plus en plus coordonnée, de plus en plus volontaire, de plus en plus constructive, constructrice ou impulsive et destructrice. Un et l'autre. Et quelquefois, les deux alternativement. Et qu'est-ce qui nous permet d'agir? Eh bien, en astrologie, le symbole de l'action, c'est Mars. La force d'expression de l'être humain par prise sur le monde, dit Sant'Agostini. Planter un clou, creuser un sillon, bâtir un mur, comme je le disais, je crois, en parlant du bélier, c'est mettre en œuvre sa fonction martienne. Mars représente le besoin qu'éprouve chaque être humain de s'exprimer. C'est le côté subjectif du symbole. Actuellement, j'utilise mon Mars pour m'exprimer. J'ai envie de vous faire partager mes connaissances en astrologie. Donc il y a bien sûr la partie intellectuelle qui intervient, c'est Mercure, les idées, les pensées, les mots, les phrases, les concepts. Et puis il y a aussi le besoin de les mettre en œuvre pour transmettre quelque chose de l'un à l'autre. Ça, c'est Mars qui m'y pousse. Ce que je cherche à avoir à travers Mars, bien sûr, d'une façon ou d'une autre, c'est une prise sur le monde. C'est le côté subjectif, le côté objectif de la fonction martienne, alors que le besoin d'expression, c'est le côté subjectif. Alors on peut s'exprimer par des mots, par des gestes, par la parole, par le silence, par la maîtrise de soi, qui veut dire quelque chose, l'immobilité, qui veut dire quelque chose aussi dans certains cas. Quelquefois ça ne veut rien dire, mais quelquefois c'est une attitude délibérée, où je vais manifester mon opposition, mon refus, ma mauvaise humeur éventuellement, simplement en restant silencieux et passif sur ma chaise. D'autres fois, au contraire, j'émettrai de grands gestes, ou bien je crierai, ou bien je rouspéterai, et c'est encore Mars qui interviendra aussi. Donc on peut avoir pris sur le monde de bien des façons différentes, et on peut utiliser son Mars de bien des façons différentes. Il y a la guerre, il y a l'armistice, mais c'est les deux fonctions martiennes les plus opposées et les plus complémentaires, mais on peut s'imposer aussi ou marquer le monde par la peinture, par la musique. On a des peintres martiens, par exemple Goya.
Dieu seul sait s'il a peint les horreurs de la guerre imposée par Napoléon à ces pauvres Espagnols au début du XIXe siècle. On a des musiciens très marqués par la planète Mars. Arthur Honegger, il est tellement martien qu'il a consacré un morceau de musique à décrire le trajet d'une locomotive, parce qu'il était très inspiré par les locomotives, par les outils, par la mécanique, qui est du domaine martien. Mars gouverne les armes et les outils, tout ce qui nous permet d'avoir une prise sur le monde. Les outils nous permettent d'avoir une prise sur le monde physique, les armes nous permettent d'avoir une emprise sur le monde humain. Il suffit que joue ce besoin d'avoir prise sur le monde, de transformer le monde d'une façon ou d'une autre pour que ce qui sortira de soi soit d'essence martienne. Quant aux moyens pour atteindre une fin, n'oubliez pas que la fin n'est pas définie par Mars mais par le Soleil, signe de la conscience et de la volonté. Mars n'est qu'un outil du Soleil, comme le sont Mercure et Vénus. Ce n'est pas forcément l'agressivité qui tiendra le haut du panier. Est-ce que je pourrais citer par exemple un martien célèbre et qui pourtant est connu par le contraire de l'action martienne, enfin telle que nous la concevons d'une manière grossière. Je parle de Gandhi, le patron de la non-violence, parce que pour lui, la non-violence est une forme d'action plus efficace que la violence. Il disait, entre la violence et la lâcheté, je choisis la violence, mais entre la violence et la non-violence, je choisis la non-violence. La non-violence n'est pas simplement passivité, pacifisme. La non-violence est capacité de s'opposer à la violence par le calme, la placidité, la force de conviction, la capacité de supporter les pires humiliations, les pires contraintes, d'y résister et de les vaincre. Donc, fonction martienne. Premièrement, il s'agit de mesurer son adversaire, le monde, voir clairement ce qu'il est, ça c'est Mercure, avoir le sens de la réalité à tous les niveaux, aussi bien spirituel que matériel, se sentir aux prises avec cette réalité. Il faut gagner sa vie, si on veut pouvoir croûter, autrement, à moins de trouver quelqu'un qui nous nourrisse gratuitement, et encore, il n'y a jamais de gratuité totale. Si quelqu'un nous nourrit, entre guillemets, gratuitement, c'est qu'il attend quelque chose, que nous fassions quelque chose pour lui. Se sentir aux prises avec une réalité quelconque et qu'on veut transformer et qu'on veut dominer. L'objet de cette action virile, Mars est la planète même de la virilité, parce que la virilité, c'est justement cette faculté que nous avons d'avoir prise sur le monde. La féminité, c'est tout à fait autre chose, on y reviendra. Donc cet objet peut être matériel, mais il peut être intellectuel ou spirituel. Réalisme ne veut pas dire matérialisme. La preuve, c'est que j'ai cité des peintres ou des musiciens ou voire des mystiques comme Gandhi, qui ne sont pas du tout matérialistes, mais qui sont des spiritualistes au sens propre du terme. De toute façon, Mars tend à faire de l'homme un réaliste. Et la réalité dont vous prendrez le plus particulièrement conscience dans votre thème natal, c'est la réalité qui est définie, symbolisée par le signe dans lequel se trouvera la planète Mars et par les rapports que Mars va entretenir avec d'autres planètes. On verra ça quand nous en serons enfin à l'interprétation. Ce n'est pas encore aujourd'hui, mais ça va venir. Le martien se sent fortement lui-même face à ce monde auquel il est affronté. Il veut sentir que sa vie est irrésistiblement poussée à s'affirmer. Il veut exister en plus fort.
il veut mesurer sa force, d'où Mars, la planète des sportifs et de ces winners, comme disent les Américains, ceux qui sont toujours à la recherche d'une performance quelconque. Mars tend à donner à l'homme un moi affirmé. Vous voyez par exemple le Mars de monsieur, je sais que je l'ai cité plusieurs fois, mais je le recite une fois de plus, monsieur Trump, qui a un Mars à l'ascendant en signe du lion. Mais voyez aussi le moi affirmé d'un Richelieu, qui avait lui aussi, qui est une né sous le signe de la Vierge, mais qui avait un Mars à l'ascendant dans le signe du Scorpion. Un martien pur, si je puis dire. Encore un Mars très affirmé, et ça va vous surprendre peut-être, c'est celui de Louis XVI, qui a un Mars à l'ascendant en signe de la Vierge. Et vous allez dire, mais Louis XVI, on lui a coupé la tête, il s'est laissé conduire à l'échafaud comme un mouton. C'est sa force de résistance à la pression des événements, son calme, sa disponibilité, son héroïsme, qui en font de lui un martien à la manière de Gandhi. Gandhi, s'il l'avait fallu, serait mort pour ses convictions. D'ailleurs, il a été plusieurs fois en prison, il n'a jamais résisté aux Anglais, à l'occupant. Jamais. Il a été non violent. Eh bien, je crois que Louis XVI ne voulait pas faire verser le sang français. C'est ce qui l'a poussé à la non-violence, sans qu'elle soit encore définie à son époque, et qui en fait de lui un martien, mais un martien par la résistance intérieure et non par l'action violente extérieure. On peut dire aussi que agir sur ce monde en vue d'avoir prise sur lui et de le transformer, en fonction de mon moi, de ce que je me ressens être et vouloir, c'est être martien. On parle de dynamisme, on parle d'esprit de décision, on parle d'énergie vitale qui ose et qui impose, qui force et qui se dépense, en vue d'un but à conquérir avec Mars. On parle aussi de braver les difficultés, de surmonter les obstacles, car ce monde ne se laisse pas facilement saisir ni transformer. Mars tend à faire de l'homme un actif et un réactif. Un réactif étant obligatoirement émotif et primaire, il faut répondre à l'action tout de suite. Quand quelqu'un est en face de vous et vous menace avec un pistolet ou un couteau, il faut savoir quel geste accomplir pour sauver sa vie. Pas commencer à s'asseoir, à réfléchir, voyons. Leçon numéro 3 du self-combat, il faut non. Actif et réactif. Actif et émotif et primaire, ça nous donne en caractérologie le colérique, qui est un émotif actif primaire. Bon, je n'insiste pas, nous verrons des martiens en situation lorsque nous aurons analysé des thèmes. Donc, résumons-nous un peu, puisque cette leçon commence à être un peu longue. Au niveau individuel, au niveau des planètes, des corps célestes, qui désignent le côté individuel, personnel de chacun de nous. Nous avons une conscience et une volonté qui permet de créer, d'agir, de décider, d'incarner, de représenter, de vouloir. C'est le Soleil. Le Soleil s'appuie sur deux fonctions qui l'éclairent. La fonction mercurienne, que sont les choses? L'objectivité. La fonction vénusienne, que sont les choses pour moi? Comment dois-je les apprécier? C'est là l'intériorité, comment dire, l'émotivité, la sentimentalité, la réceptivité. Et puis nous avons une dernière fonction individuelle, c'est Mars qui nous permet d'agir en fonction de ce que nous savons, Mercure, de ce que nous aimons, Vénus, et de ce que nous voulons, le Soleil.
Voilà un quatuor extrêmement important. À quoi il faudrait ajouter la Lune, bien entendu, que nous n'avons pas encore abordé. Mais je réserve la Lune au cours suivant, si vous voulez bien continuer à me suivre.